Bien, voilà, la dernière publication de cette matinée, c'est celle d'Alice Jacquelin, qui travaille comme postdoctorante à Limoges sur les fictions criminelles européennes et qui travaille aussi bien sur le fait divers romancé, chez Didier Danex par exemple, que sur la fictionnalisation transmédiatique de grandes affaires criminelles. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que vous allez nous révéler la vérité sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, que nous attendons tous avec impatience. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je ne vais pas vous dévoiler où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, il est peut-être caché dans cette salle. Donc, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Mathieu Le Tourneux et Marie-Ève Terranti de m'avoir laissé vous présenter ce travail et de m'avoir donné l'occasion de travailler sur un objet qui ne m'est pas habituel, à savoir sur un objet de presse, puisqu'habituellement, je travaille plutôt sur des romans policiers. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce travail sur donc, le double numéro du magazine Society sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui est sorti à l'été 2020 et qui a connu un très grand succès médiatique. Et je voudrais en profiter pour remercier aussi Sylvika de la Bibliothèque de littérature policière, qui n'est pas là, mais qui m'a très gentiment prêté donc ces deux numéros, qui sont en fait introuvables, sachez-le, puisqu'ils sont épuisés. Et ils se vendent à 500 € sur eBay. Donc c'est une mine d'or que je tiens ici et que je dois précieusement garder. Donc, ça a été le cas au moment où ils étaient en rupture de stock. Je pense qu'il y a eu des retirages depuis et que le prix a baissé. Donc, je vais vous présenter cette présentation sur l'enquête du magazine Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui a vraiment été un feuilleton de l'été 2020, puisque c'était en 2 tomes. L'été 2020, vous le savez, a été un été assez particulier puisqu'il y a eu un vent de soulagement et d'allégresse qui a soufflé sur les esprits au moment où on est sorti du premier confinement, de la crise de Covid-19 et où on a pu profiter d'un été à peu près léger. Et néanmoins, ce qui est assez étonnant, c'est que ça a été le moment où ce double numéro de Society sur Xavier Dupont de Ligonnès est sorti et où le peuple français s'est passionné pour un fait divers sordide, alors qu'on aurait pensé que l'ambiance était plus à l'allégresse et à la joie, mais voilà, donc apparemment pas. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, pour vous résumer rapidement pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est un fait divers criminel de grande ampleur qui est advenu en avril 2011, qui constitue l'un des grands faits divers qui ont secoué la société française. Xavier Dupont de Ligonnès est un père de famille et entrepreneur nantais qui est soupçonné d'avoir tué sa femme, ses 4 enfants et les 2 chiens de la famille, avant de lui-même disparaître des radars. Donc, on ne sait pas où il est actuellement et on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. L'affaire est irrésolue. Comme dans l'affaire du petit Grégory dans les années 80 ou l'affaire d'Estelle Mouzin dans les années 2000, l'affaire XDDL est restée vraiment une des grandes affaires cristallisantes, un des grands drames familiaux qui est resté dans les imaginaires collectifs français, et notamment parce qu'il manque un élément du puzzle. On le voit très bien sur les couvertures, cette dimension énigmatique du puzzle auquel il manque une pièce. Ici, il manque celui qu'on appelle familièrement XDDL, et que je vais peut-être appeler comme ça malgré moi durant ma présentation. De la même manière, dans l'affaire du petit Grégory, il manquait un coupable. Dans l'affaire Estelle Mouzin, il manquait le corps de la victime qui n'a jamais été retrouvé. L'engouement du lectorat estivant pour cette enquête au long cours, cette enquête journalistique au long cours, peut sembler paradoxal sur plusieurs points. D'une part, parce que ce fait divers est déjà ancien, il date de plus de 10 ans, non, un peu moins de 10 ans, pardon. Et donc, il n'y a pas eu particulièrement d'actualité qui permettrait de réactiver l'intérêt pour l'affaire XDDL. Et il est paradoxal d'autre part parce que, justement, le moral des troupes était un peu appesanti par la crise de Covid-19 et l'intérêt pour ce fait divers sordide est des plus étranges. Et donc, contrairement aux prédictions, et comme le rappelle Alexis Lévrier, qui a travaillé sur le fait divers dans un article de The Conversation, Alexis Lévrier note justement la frénésie du public pour ces 2 numéros de Society, qui est habituellement un bimensuel qui se vend autour de 47 000 exemplaires. Et ici, pour le premier numéro, l'équipe éditoriale avait prévu un tirage déjà de 100 000 exemplaires, et ils ont été obligés de faire 3 tirages, donc de retirer 3 fois, donc à 300 000 exemplaires quasiment, ce double numéro de Society.
Et Alexis Lévrier note aussi un troisième paradoxe, c'est que ce succès médiatique arrive à un moment de grave érosion de la presse papier, et notamment de grave érosion des hebdomadaires, de la vente des hebdomadaires. Et il se demande donc comment cette réussite est d'autant plus spectaculaire qu'elle survient à contre-temps au sens par rapport au paysage médiatique et au paysage de la presse en France à l'époque. Dans son article, Alexis Lévrier traite surtout des conditions structurelles d'émergence de cette enquête, et cependant, il apporte néanmoins un élément de réponse à l'engouement médiatique, puisqu'il écrit que cette enquête journalistique est écrite comme un récit haletant et minutieux, qui se lit comme un roman, mais qui résiste jusqu'au bout à la tentative du fantasme et de l'exagération. On le comprend dans le discours de l'universitaire, qui est lui-même spécialiste des médias. Ce récit est immédiatement associé à une fiction romanesque, matinée de suspense, même s'il insiste par ailleurs sur le sérieux journalistique de l'enquête. Nous allons donc nous demander comment, dans ces 2 numéros de Society consacrés à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, comment les procédés fictionnels de la littérature s'articulent avec les procédés du registre de l'information journalistique. Et nous allons aussi nous demander, deuxième question, quels intertextes médiatiques sont convoqués dans ces 2 numéros de Society et quel média poétique, en quelque sorte, est en train de se construire ici. À première vue, cet objet de presse est assez étonnant car il mélange plusieurs traditions médiatiques. D'abord, la tradition d'un magazine de faits divers qui nous évoque immanquablement le magazine détective et toute la tradition de la presse fait diversière de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Cependant, la publication en 2 numéros ainsi que la couverture, je le disais, sous forme de puzzle, rappelle la double tradition romanesque à la fois du roman feuilleton et du roman à énigmes. Et enfin, et j'en reparlerai, quand on entre dans le vif de l'enquête journalistique, le dispositif iconographique rappelle beaucoup plus là un troisième héritage médiatique qui est l'héritage du grand reportage et peut-être l'héritage du grand reportage et du magazine même de voyage, notamment dans les photographies qui sont utilisées, dans une tradition beaucoup plus proche du journalisme narratif dont parlait Marie-Ève Ferranti dans sa présentation. Nous allons donc voir comment s'articulent ces 3 différentes traditions médiatiques à l'intérieur des 2 numéros. Tout d'abord, donc, ces 2 numéros apparaissent comme une actualisation presque contemporaine de la presse fait diversière de la fin du 19e et du premier 20e siècle. D'abord par le ton fortement sensationnaliste qui est utilisé, pas tellement à l'intérieur de l'enquête elle-même, mais plutôt dans le paratexte et la réclame autour des 2 numéros. Alors, peut-être que je peux vous montrer... Ah non, alors... Non, alors désolée, non, je pensais vous l'avoir mis. Je voulais vous mettre juste les couvertures. Attendez. Voilà. Là, on voit peut-être un peu mieux les couvertures. Le premier numéro, ce que vous n'avez jamais lu, donc on est là vraiment dans une forme de sensationnalisme et d'annonce de révélation fracassante. Je vous annonce qu'il n'y a pas de révélation fracassante dans le numéro, même s'il y a des informations inédites de premier ordre. L'ours, quant à lui, de la première page, annonce par des formulations hyperboliques et superlatives d'innombrables mystères, le fait divers le plus discuté de ce début de millénaire, une enquête gargantuesque, donc on est vraiment dans l'exagération absolue et dans l'hyperbole. De fait, il faut quand même noter que cette enquête journalistique constitue un colossal travail d'investigation fourni pendant 4 ans par 4 journalistes de Society à plein temps. Donc, c'est vraiment un investissement assez important. Donc, les 4 journalistes, je les cite, qui sont Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress, qui ont vraiment travaillé pendant 4 ans sur cette enquête au long cours. Donc, tout d'abord, le ton fortement sensationnaliste est aussi associé à tout un nombre de stéréotypes, de matrices génériques stéréotypiques qu'on retrouve dans l'enquête, puisque s'il n'y a pas de révélation fracassante, en revanche, les informations inédites apportées relèvent véritablement de ces stéréotypes narratifs. Alors, je les cite. Le premier, au risque de vous dévoiler l'enquête, le premier, c'est la révélation de l'homosexualité d'Emmanuel Teneur, qui était le meilleur ami de Xavier Dupont de Ligonnès et qui était en fait amoureux de lui. Première grande révélation. Seconde révélation, il s'agit de tout un long chapitre sur
le groupe de prière religieux de la mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès et son beau-frère, groupe religieux duquel Xavier Dupont de Ligonnès s'était éloigné, en quelque sorte, mais qui était encore très présent dans sa vie. Et troisième révélation, le triangle sexuel formé par Xavier Dupont de Ligonnès, sa femme et un de ses meilleurs amis, Michel Rétif. Amour caché, occultisme, sexe débridé, voilà, nous sommes vraiment dans la triple information inédite qui s'apparente aux matrices narratives stéréotypiques des faits divers du XIXe siècle. Nous avons aussi dans cette enquête une forte dimension pittoresque qui se traduit par une accumulation de détails, notamment dans le prologue. Ces descriptions sont extrêmement saisissantes et on a presque l'impression d'avoir des descriptions visuelles. Alors, je reviens en arrière dans mon PowerPoint, je suis désolée. Hop, voilà. Profusion de détails qui s'applique aussi bien aux cadavres retrouvés, mais je vous ai épargné ce passage, qu'à la description de l'intérieur de la maison. Les assiettes et les couverts dans le lave-vaisselle, le frigo vide, à part quelques pots de confiture, la serpillière encore humide dans la cuisine, le jeu d'échecs sur la table du salon, les guitares sur le canapé. Nous avons donc là une énumération qui ne vise pas véritablement à l'analyse ou à l'information, mais qui est vraiment une description d'ambiance presque, pour nous donner, pour satisfaire en fait presque le penchant voyeuriste du lectorat, puisque nous n'avons pas accès aux photos de l'intérieur de la maison, contrairement aux journalistes qui visiblement ont eu accès aux photos et les décrivent de façon extrêmement précise. Autre procédé qui relève vraiment de cette construction sensationnelle de l'enquête, dans le chapitre 5, qui est véritablement centré sur le moment des meurtres, il y a une très forte dramatisation de la narration qui se traduit par une concentration de l'intrigue et un espèce de décompte minute par minute, comme un compte à rebours de toute la soirée des meurtres. Et donc là, on est vraiment beaucoup moins dans la narration romancée que dans vraiment un style très télégraphique avec des décrochages typographiques. Alors, pardon, décidément, j'ai du mal. Pardon. Un style télégraphique, bon, je ne le trouve pas, qui nous dit « tout le monde s'endort, sauf Xavier Dupont de Ligonnès ». Donc, effectivement, on est vraiment dans la dramatisation de l'intrigue et associé à une forme d'ironie tragique, en fait, avec une espèce de décalage du regard, où plutôt que de nous signifier les meurtres, le décès des gens de la famille, on va utiliser des images qui décalent le regard. Donc, je vous en ai mis pas celle-ci. Voilà. À 3h27, l'appareil respiratoire qu'utilise cette dernière, donc la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, pour lutter contre ses apnées du sommeil, cesse de fonctionner pour toujours. Ou alors, concernant le petit garçon, ces deux réponses resteront lettres mortes. Donc là, on a véritablement une sorte de décalage de l'information du décès de la victime vers un objet lui appartenant, comme si, par une volonté d'éviter le sanglant, le vulgaire, le voyeur, donc tout ce qu'on a beaucoup reproché à la presse fédiversière notamment, on essaye de rester dans un regard un peu décalé par rapport au décès des victimes, et on tombe dans l'extrême inverse, une espèce de pudeur déplacée ou de procédé cinématographique où en fait on va changer l'angle de la caméra pour le décaler vers un objet, le mauvais objet, dirait Freud par exemple. Voilà. Par ailleurs, autre procédé intéressant, le point de vue narratif dans l'enquête qui est sans cesse en mouvement et qui revêt ce statut indiscernable dont parlait Mathieu Le Tourneux à propos de la presse fédiversière du XIXe siècle. Le point de vue des journalistes, en effet, n'est pas du tout clair. Il y a vraiment une forme de flou dans le point de vue narratif adopté. Tantôt, on se place de manière omnisciente pour décrire le travail des enquêteurs, des policiers. Par exemple, alors j'espère que je suis dans l'ordre. Voilà. Par exemple, depuis ce matin du 21 avril, 2 gendarmes de la brigade de Fréjus font le tour des parkings d'hôtels de Roquebrune-sur-Argent. Donc voilà, là on est vraiment dans une espèce de description omnisciente assez traditionnelle qui alterne avec des jugements, des mises à distance et des jugements extrêmement rapides et à l'emporte-pièce de la part des journalistes. Je crois que je vous en ai mis un exemple. Pour décrire la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, ils disent « l'image que l'on peut se faire d'une famille versaillaise en renforçant ainsi, en jouant sur les stéréotypes sociaux que le lectorat peut déjà avoir, ou alors, pour résumer l'activité de Xavier Dupont de Ligonnès, son activité professionnelle, ils écrivent « en somme, une sorte de booking.com pour VRP ».
on sent qu'il y a presque une espèce de nonchalance dans l'écriture de ces textes, et une sorte de résumé, une volonté de résumer cette famille et ce personnage de façon un peu caricaturale. Parfois encore, le point de vue adopte un « on » anonyme, et alors là, c'est extrêmement étrange, qui s'associe soit à la rumeur populaire, soit qui se place du point de vue des Français tels qu'ils ont reçu l'information à l'époque. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, on murmure qu'il ne serait pas étranger au vol de quelques voitures versaillaises, pour décrire la jeunesse de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc là, on est vraiment dans le ragot, hein, dont on parlait, dans le ragot de voisinage, dans les commérages, ou alors, pour décrire plus le pouls de la société au moment de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, on croise un inconnu et on se demande si c'était lui, pour retraduire l'angoisse ressentie, n'est-ce pas, à l'époque. Voilà, donc j'ai fait une espèce de petite liste des effets de sensationnalisme, de matrices stéréotypiques, de descriptions pittoresques et d'éléments de dramatisation de l'intrigue qui rappellent effectivement l'intertexte historique de la presse fait diversière du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle, amatrice de scandales et d'esthétique horrifique. En revanche, le travail sur le point de vue et la narration, et on le voit très bien ici, évoque davantage l'intertexte romanesque qui se rapproche du roman policier. Alors, je n'ai pas mis le titre, pardon, mais c'est la structure romanesque du roman policier d'énigmes et du roman feuilleton. La couverture du magazine, je l'ai dit, évoque immédiatement, avec le motif du puzzle qui se remplit et de la pièce manquante, le roman à énigmes traditionnel. Et l'ours, alors est-ce que je vous l'ai mis cette fois-ci? Toujours pas. Voilà. Et l'ours vise à comprendre, place tout de suite le mystère au cœur de l'investigation, en essayant de comprendre comment un jeune homme, entre guillemets, bien sous tout rapport, qui s'était juré de ne jamais abandonner sa famille, a fini par la décimer. Ici, le mystère à résoudre est assez clair et il est décalé par rapport au mystère qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on attendait de savoir où est Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce qu'il est toujours vivant, et s'il est toujours vivant, où est-il? Enfin, voilà. Ici, les auteurs et les journalistes décident de décaler un peu le problème pour construire un mystère d'ordre davantage social et psychologique qui repose à la fois sur un préjugé et un paradoxe. Le préjugé, photographie d'archives à l'appui, est que Xavier Dupont de Ligonnès est un jeune homme de bonne famille. Et donc, quand on est un jeune homme de bonne famille, on ne peut pas commettre un quintuple assassinat, contrairement, sous-entendu, à si l'on est quelqu'un venu d'extraction plus basse. Voilà, premier préjugé qui entretient le mystère. Et ensuite, le paradoxe, quelqu'un qui avait décidé de ne jamais abandonner sa famille et qui finit par la décimer, qui révèle, et là c'est assez habile de la part des journalistes, qui révèle la névrose psychologique de Xavier Dupont de Ligonnès. Et c'est là, en fait, c'est là qu'est le véritable mystère, c'est comment comprendre la psychologie de ce personnage et comment dresser un portrait psychologique cohérent qui permettrait d'expliquer. Le mystère, en fait, c'est pas où, c'est pourquoi. Voilà, donc on est véritablement plongé dans une énigme qui est fictionnalisée à tous les niveaux, fictionnalisée pas tant dans le sens où l'entendaient Amélie Chabrier et Marie-Ève Terranti quand elles parlent de la fictionnalisation du bébé Lindbergh, c'est-à-dire quand il est repris par des formes romanesques ou fictionnelles. Là, on est dans une fictionnalisation plutôt au sens de Mathieu Le Tourneux, qui note justement l'importance de connotations romanesques ou l'utilisation des conventions de la littérature au sein d'une enquête journalistique. Voilà, c'est plutôt ce sens-là que j'utilise. Les conventions de la littérature sont présentes dans toute l'enquête, d'abord par la construction en chapitres, je vous en ai mis quelques-uns ici, on est comme dans un livre avec différents chapitres, et accent mis dans chaque chapitre sur un personnage en particulier. Le chapitre 1 s'attarde sur Emmanuel Teneur, l'ami d'enfance. Le chapitre 2 revient sur le voyage aux États-Unis avec Michel Rétif, le frère de sang, entre guillemets. Le chapitre 3 s'intéresse à son mariage avec Agnès, le chapitre 4 à sa relation extra-conjugale avec Catherine, etc. On a donc une espèce de construction en chapitres, une construction chorale, qui rappelle les fondements du récit policier et qui rappelle par exemple un roman comme La Pierre de Lune de Wilkie Collins, où on est aussi dans cette construction, avec un personnage principal, un personnage central par chapitre.
Autre effet de fictionnalisation et d'utilisation des conventions de la littérature dans l'enquête journalistique, et ça c'est vraiment un procédé vraiment très étonnant quand on lit l'enquête, c'est l'introspection. En fait, les journalistes se placent très souvent du point de vue des personnages eux-mêmes, donc soit du point de vue d'Emmanuel Teneur, qui est un des personnages les plus travaillés de l'enquête, et plus étonnant encore, du point de vue de XZDL lui-même. On est dans son intériorité, on entre véritablement dans sa psyché. Alors, à différents niveaux, on a une sorte de gradation. Au début, on est vraiment dans l'énonciation prudente, et petit à petit, on entre dans l'affirmation infondée, véritablement, de la part des journalistes. Donc, je vous donne des exemples. Au début, les journalistes nous décrivent la vie de famille de Xavier Dupont de Ligonnès comme s'il voulait être père de famille trop tôt. Donc, ils émettent une hypothèse, ils sont encore prudents. Ensuite, un homme qui abandonne sa famille par la fuite ou le suicide, c'est qu'il ne l'aime pas, considère-t-il. Ça y est, là, on est dans le discours indirect, on s'approprie le discours de Xavier Dupont de Ligonnès. Il est fier de ses petites bidouilles qu'il voit comme une preuve de son intelligence, effet d'analyse psychologique de la part des journalistes. Et enfin, au moment des meurtres, boulevard Schumann, Xavier Ligonnès sait maintenant que son fils rentrera à la maison ce soir et qu'il va le tuer. Voilà. Donc là, ça y est, on est véritablement rentré dans la psyché et dans la psychologie de Xavier Ligonnès, et surtout, le doute n'est plus permis. À partir de ce moment de l'enquête, les journalistes appellent Xavier Ligonnès le tueur. Donc, le doute n'est plus permis. Cette introspection très étonnante et qui arrive à de nombreuses reprises dans l'enquête est aussi renforcée dans les effets de fictionnalisation par une poétisation et un lyrisme des descriptions qui est extrêmement étonnant, là encore. Je vous en ai mis deux exemples. Ça, c'est justement le jour des meurtres, qui s'ouvre sur la description suivante. Le dimanche 3 avril s'écoule comme un dimanche de printemps sur les bords de Loire, sans histoire. Le FC Nantes est en 2e division. Le match hebdomadaire n'aura lieu que demain contre Boulogne-sur-Mer. Donc cette description paisible, volontairement anodine, sert en quelque sorte de contrepoint et prépare le moment de la tuerie, en quelque sorte, dans un effet, là encore, de dramatisation et de poétisation, de mise dans l'ambiance, en quelque sorte, de la part des journalistes. Et c'est encore plus frappant dans tous les passages qui relatent la relation de Xavier Dupont de Ligonnès avec ses amis ou avec des gens qu'il aime, en l'occurrence Emmanuel Teneur. La relation s'est nouée près des agapantes et sous les cerisiers japonais de la maison familiale n'a jamais changé. Là, on est véritablement dans une évocation bucolique de la relation de ces deux jeunes adolescents qui se rencontrent sur l'île de Bréa et qui vivent une sorte de bluette estivale. Et c'est très intéressant parce que cette description qui a lieu au début de l'enquête ne laisse pas encore présager de la relation quasi amoureuse qui va se créer. En fait, c'est une façon de poser des indices, de poser des jalons qui vont ensuite être explicités dans l'enquête. De manière générale, en fait, les deux numéros de Society sont véritablement construits sur le principe du roman à énigme, tel que le décrivait Pierre Bayard, donc, qui a tué Roger Ackroyd, à savoir que le premier tome pose la narration et sème des indices avec un sens très ouvert, dans une forme d'ouverture du sens, et le deuxième tome referme l'interprétation et pioche dans les indices pour leur donner un sens particulier. C'est le cas de cette bluette avec Emmanuel Teneur qui, pour l'instant, est anodine et va avoir un sens beaucoup plus important dans le deuxième tome. C'est le cas aussi de la serpillière mouillée, que j'ai citée au début et que vous n'aviez pas repéré comme un indice, mais qui en est en fait un, puisque la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès se sert de cet élément pour dédouaner son frère comme une preuve. Je n'ai pas très bien compris la nuance, puisque la serpillière est mouillée. Du coup, ça ne peut pas être Xavier Dupont de Ligonnès le coupable. Je n'ai pas très bien compris l'argumentaire, mais en tout cas, c'est une preuve irréfutable. De la même façon, le petit groupe de prière, cité page 23, donc au début de l'enquête, deviendra l'église de Philadelphie dans le tome 2, et on comprend toute l'importance que revêt ce petit groupe de prière qui paraissait si anodin au début de l'enquête. Donc, on est véritablement dans une structure de roman d'énigme, ça c'est très évident, et cette structure qui se clôt, vous le savez, habituellement dans le roman d'énigme par une révélation finale, d'Hercule Poirot par exemple, ou d'un autre détective. Et ici, elle est aussi présente dans le chapitre 10, qui s'intitule «
un scénario spectaculaire et qui fait converger tous ces éléments d'indice vers une résolution, une véritable résolution. Même si les journalistes prennent toutes les précautions nécessaires, néanmoins, on assiste véritablement à une résolution. Et d'ailleurs, la référence au roman policier est explicite à 2 reprises dans l'enquête, puisque sont cités 2 romans policiers. Le premier, c'est « Disparu à jamais » d'Harlan Coben, dont le titre, vous le voyez, est évocateur, hein, n'est-ce pas, et laisse présager de la suite. En fait, le livre d'Harlan Coben est posé en évidence dans la chambre familiale. Les enquêteurs y voient peut-être un signe, les journalistes aussi. En tout cas, ça contribue à créer déjà cet univers romanesque, hein, comme si Xavier Dupont de Ligonnès s'était inspiré de ces lectures romanesques pour créer son personnage. Et c'est d'autant plus flagrant avec la 2e citation, qui est une référence au roman Glacé de Bernard Minier, que l'on voit sous le bras de Xavier Dupont de Ligonnès sur une des dernières vidéos que l'on a de lui, et où il a, alors peut-être est-ce que c'est signifiant, un regard caméra, c'est-à-dire qu'il regarde la caméra de surveillance avec le livre de Bernard Minier sous le bras. Les enquêteurs ont véritablement pris cette piste de Bernard Minier très au sérieux. Ils ont lu le livre et ils se sont rendus compte que le personnage principal, docteur Xavier, se rend à Toulouse et disparaît en se rendant dans un hôtel économique, tel le Formule 1 où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès au moment où il lit le livre de Bernard Minier. Donc, la coïncidence est quand même assez frappante. Et on arrive véritablement dans l'enquête des enquêteurs et dans l'enquête des journalistes, au moment de bascule où le réel, ce n'est pas le réel qui se fictionnalise, mais la fiction qui est utilisée pour expliquer la réalité et expliquer le personnage de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, alors c'est intéressant parce que tous ces éléments dont je vous parle, ces éléments de fictionnalisation qui réfèrent aux conventions littéraires, aux conventions romanesques, elles sont surtout présentes au début de l'enquête, dans les 6 premiers chapitres, et à la fin de l'enquête journalistique, dans les moments de résolution, d'interprétation des hypothèses. Tout le milieu de l'enquête, en revanche, est beaucoup plus factuel, matiné d'archives et d'interrogatoires, de retranscriptions d'interrogatoires. Et donc, on assiste à une forme d'alternance entre l'intertexte fictionnel, qui fait signe vers le roman policier, et l'intertexte factuel, qui regarde plutôt du côté de la tradition du journalisme d'investigation et du grand reportage. Donc, c'est le 3e moment. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis ensuite? Ah, voilà. Oui, dans la partie centrale de l'enquête, qui est beaucoup moins romanesque, on assiste à une enquête beaucoup plus distanciée, beaucoup plus rendue presque scientifique, notamment par l'usage de l'infographie, qui est réalisée par les auteurs de l'enquête. Ici, je vous ai mis l'arbre généalogique. Je ne vous ai pas mis, mais il y a aussi une frise chronologique qui permet véritablement de situer le cadre temporel du récit. Ceci dit, c'est très utile, parce que la famille de Dupont de Ligonnès, voilà, c'est pas un roman russe, mais on n'est pas loin quand même. Et donc, si on n'avait pas l'arbre généalogique, on aurait beaucoup de mal à suivre. Ça, c'est la première chose. Et on a aussi à la fin une triple carte, voilà, que je vous ai mis là. Je vous ai mise là, elle est en fait insérée dans le chapitre 10 sur un scénario spectaculaire dont je vous parlais, c'est le moment de révélation. Et en fait, cette infographie fait vraiment office de preuve accablante. En fait, on y suit le double trajet, vous voyez, en bleu et en rouge, des derniers jours de Xavier Dupont de Ligonnès et au même moment de son meilleur ami Michel Rétif, qui suit exactement la même route. Voilà. Donc, on en tire les conclusions qu'on veut. Mais en fait, ce que sous-entendent les journalistes, c'est que Michel Rétif aurait aidé Xavier Dupont de Ligonnès à s'évader. Enfin, à s'évader, oui, à s'évader. Ici, la triple carte joue véritablement le rôle de preuve à charge pour les journalistes. On ne peut qu'être convaincu par cette preuve accablante, visuelle, extrêmement parlante. Je continue donc simplement sur le dispositif iconographique de toute l'enquête. Au-delà des infographies, toute l'enquête est illustrée par des photographies qui sont extrêmement esthétiques et des photographies de paysages. Donc, vous avez vu quelques photographies d'archives, il y en a, mais il y en a assez peu. On a surtout des grandes photographies de paysages très esthétiques. Alors, j'espère que je vous ai mis. Voilà. Qui permettent de rendre là encore l'atmosphère, l'ambiance des lieux traversés par XDDL. Donc, on a l'île de Bréa de son enfance, la ville de Nantes,
les hôtels Ibis et Formule 1 qu'il côtoie dans sa vie professionnelle de représentant de commerce, des grandes doubles pages comme ça sur des paysages du sud de la France extrêmement esthétiques et qui en fait sont assez énigmatiques puisqu'on se dit est-ce qu'il est caché derrière un buisson là par hasard, on ne sait pas. Et donc là, on a vraiment une différence notable du magazine Society, par exemple, avec Détective, où on avait beaucoup plus une iconographie assez sanguinolente et assez horrifique. Là, on se distingue de cet intertexte médiatique pour faire plus nettement référence aux magazines de reportage et aux magazines de voyage, comme Géo, par exemple. Voilà, dans une forme de journalisme immersif et de journalisme de terrain, qui s'apparente peut-être plus au journalisme narratif dans la tradition états-unienne, qui a été repéré par Nicolas Pélissier et Alexandre Herriès, reprenant les analyses de Marie Van Oost. Ah oui, j'avais mis juste une petite citation de Marie Terranti sur la façon dont, en fait, l'autre chose intéressante, c'est que, contrairement à Détective, Society est un magazine de société, hein, comme son nom l'indique, et donc ils utilisent ici non pas le fait divers dans sa valeur en tout cas dans le pacte de lecture, non pas dans sa valeur divertissante, mais plutôt dans la valeur anthropologique du fait divers comme histoire médiatisée, partageable et collective, telle que l'a énoncé Marie-Ève Terranti. Ici, c'est très clair dans le pacte de lecture établi par les journalistes. Voilà. Et donc, je reviens sur cette idée de grand reportage qui est développée par Nicolas Pélissier et Alexandre Herriès, qui a pour mission d'utiliser consciemment et à dessein les ressources de la fiction pour analyser et interpréter les faits. Voilà, on est véritablement dans la pratique du journalisme narratif à la française ici. Journalisme narratif et immersion et enquête de terrain, notamment en suivant l'enquête des forces de police dans toute la partie centrale du récit, c'est ce que je vous disais, c'est la partie beaucoup plus documentaire en fait. On y observe le travail des gendarmes, le travail des officiers de police judiciaire et même le travail de la brigade de recherche et d'intervention. Et on a aussi de nombreux interrogatoires, retranscriptions d'interrogatoires. Là, je vous en ai mis une. On voit très bien les questions, les réponses, les questions, les réponses. Alors, je ne sais pas comment ils ont eu accès à cette documentation. Peut-être qu'il y a eu prescription. Le cadre légal n'est pas très clair, là encore, quant à l'utilisation de ces documents. J'imagine qu'il est tout à fait clair pour les journalistes qui ont dû prendre leurs précautions, sans aucun doute. Voilà, on a un style qui, globalement, dans cette partie-là, est beaucoup plus sec, beaucoup plus télégraphique et beaucoup plus analytique. Et cette dimension d'enquête de terrain très documentée est rendue d'autant plus intéressante par l'analyse des communications de toute la famille et de tous les membres du drame. Et ça, c'est vraiment, je pense, la spécificité de cette enquête-là et le grand travail journalistique des 4 journalistes de Society, c'est cette façon de retranscrire toutes les communications. Alors, les lettres que XDDL envoie aux membres de sa famille, les emails et les textos qu'il échange avec sa femme, les SMS envoyés par les enfants à leurs amis, et donc qui permettent d'avoir un regard décalé sur les rapports familiaux, mais aussi, et ça c'est vraiment un élément très important, le témoignage de la femme, donc Agnès, sur les forums, sur Internet, parce qu'en fait c'était une femme assez désespérée, très malheureuse dans son couple, qui donc témoigne sur les forums Internet, et on a toute cette documentation-là dans l'enquête journalistique. Je vous en ai mis un exemple ici. Oui, voilà. En octobre 2004, donc c'est Agnès, la femme de Xavier Dupont de Ligonnès, elle écrit « J'ai des soucis dans mon couple car j'ai un mari qui est très vieux jeu dans sa façon d'être dans la famille. Le père est le chef, il donne un ordre, on l'exécute sans avoir à questionner ni à comprendre, point. Dans sa relation avec moi, il joue son rôle de chef de famille, de mari qui doit ramener sa croûte, mais n'est ni tendre, ni câlin, ni attentif, etc. » Et on a l'espèce de réponse de Xavier Dupont de Ligonnès. Il la minore, il l'écrase. Citation. Ce qui est très chiant avec toi, c'est qu'il faut régulièrement tout te répéter. Tu oublies tout. Il faut recommencer les mêmes explications, lui écrit-il par email. Et on voit ici, par la construction de ces questions, de ces communications alternées, que les journalistes en fait, créent une sorte de roman épistolaire à l'ère du numérique. C'est vraiment fascinant, c'est très bien fait. Et ça permet vraiment de comprendre la subtilité des rapports au sein de la famille. Voilà, et donc je trouve que c'est vraiment... là, on se retrouve vraiment dans ce que Jean Baudrillard appelait le cœur du vertige médiatique, hein,
on est vraiment au centre du drame, tout en lisant son magazine sur la plage l'été. Voilà. Donc, pour conclure très rapidement, j'ai encore un petit peu de temps. Ce qui fascine finalement dans l'affaire XDDL, ce n'est pas tellement le caractère irrésolu de l'affaire judiciaire que le personnage lui-même, et que les journalistes de Society s'acharnent à vouloir comprendre dans une introspection fictionnelle, dans l'analyse de ses communications, dans les rapports qu'il entretient avec sa famille, dans la révélation et l'explication de sa névrose personnelle. Il s'agit véritablement ici de dresser un portrait psychologique de celui qui a tué toute sa famille avant de disparaître et de gratter petit à petit toutes les couches de vernis qui rendent la vision du personnage floue ou fautive. Ce qui fascine dans le personnage de Xavier Dupont de Ligonnès, comme dans celui de Jean-Claude Roman, par exemple, c'est que c'est un as de la mystification et qu'il s'est lui-même créé ce rôle de pater familias, que décrit très bien Agnès de Ligonnès ici. Il s'est enfermé dans un rôle de pater familias qu'il n'a pas réussi à jouer jusqu'au bout. Et inconsciemment, peut-être, ça c'est une hypothèse, ce que recherchent les lecteurs et les lectrices de ce fait divers et de l'enquête journalistique de Society, c'est de savoir comment la violence de cet imaginaire masculiniste, donc du pater familias, de l'homme pourvoyeur et responsable des siens, a pu s'effondrer comme ça d'un coup et peut créer cette violence, à savoir ce quintuple assassinat. Et enfin, ce qui fascine, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès a créé lui-même son propre personnage. Il est dans une forme d'imposture ontologique, qui est en fait un héritage familial, puisque sa mère et sa sœur vivent aussi dans une fiction religieuse assez importante, et que dans la mesure où XDDL n'a cessé de jouer sa propre vie comme un comédien, peut-être que cette fictionnalisation de l'enquête ou du récit journalistique est la seule manière de toucher à la véritable, à la véritable mystification et à la construction du personnage. Et cette fictionnalisation permet de parer le réel des oripeaux de la fiction pour mieux le restituer. Et je cite ici Nicolas Pélissier et Alexandre Riès sur le journalisme narratif. Voilà. Merci. J'aime bien.